Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Monsieur Pascal Acotte est chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique en France et membre statutaire de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques. Il s'intéresse particulièrement aux aléas hydrométéorologiques et aux vulnérabilités sociales, ainsi qu'aux nouvelles actions à mettre en place à ce niveau, de manière collaborative, que ce soit à l'échelle régionale ou internationale. Il a proposé en France des pistes d'action face aux aléas climatiques. M. Acotte porte un grand intérêt aux séquelles des aléas naturels de grande ampleur, comme les ouragans, les inondations ou les canicules, sur les personnes qui en sont victimes. Merci, M. Acotte, d'avoir accepté notre invitation de venir nous entretenir aux Journées annuelles de santé publique. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, si vous le permettez, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que c'est très prestigieux pour un chercheur français d'être invité au Québec. Ça fait beaucoup de jaloux. Et c'est encore meilleur comme ça. Et donc, je vous en remercie et je remercie les organisateurs qui m'ont fait cette confiance. La seconde chose, c'est que je ne viens pas devant vous bardé de certitudes, comme une sorte d'expert venu de loin pour révéler des solutions qui vous auraient échappé jusqu'à présent. Au contraire, je viens en profane proposer aux praticiens, aux femmes et aux hommes de terrain que vous êtes, quelques réflexions, et puis aussi poser quelques questions, vous poser quelques questions. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'étais dans l'île de la Réunion. C'est une terre dans le sud-ouest de l'océan Indien, à l'est de la grande île de Madagascar, qui a le statut de département français. C'était pour participer au jury d'une thèse qui portait sur les aspects historiques et sociaux des cyclones. Une petite partie des 80 cyclones tropicaux qui, en moyenne, se forment dans le monde chaque année, frappent cette île. Parfois très sévèrement, même si les cyclones les plus importants sur la fameuse échelle de Saffir-Simpson ont le plus souvent fait moins de victimes à La Réunion qu'en Haïti, par exemple. La misère y est moins grande et la culture des cyclones s'y est développée depuis quelques décennies avec un bon système d'alerte, ce qui est, je ne vous l'apprends pas, essentiel. Alors voilà, des systèmes d'alerte en créole et en français. Voilà, genre de choses que l'on voit. Sans entrer dans les détails, la vie sur cette île n'est pas simple pour ses habitants. Il y a peu de débouchés professionnels, surtout pour les plus pauvres. En 2010, le taux de chômage officiel était de 30% de la population active. Donc il y a un réel malaise social sur cette île, avec son cortège d'insécurité, d'agressivité, de désespoir, de repli sur soi et d'alcoolisme. Et cela conduit certains à dire parfois, quand ça va vraiment mal, au point de distendre les liens sociaux, ce qu'il nous faudrait, c'est un bon cyclone. Ce qui est paradoxal, hein, évidemment, en tout cas pour un profane ou pour quelqu'un qui n'a pas la culture des cyclones, vu les ravages matériels et humains que peut provoquer l'énergie libérée par ce genre d'événements météorologiques. Interrogés, les habitants de l'île sont clairs sur les effets bénéfiques possibles d'un bon cyclone. Les liens sociaux se resserrent, les solidarités se développent, les inégalités sociales s'estompent. Ne sommes-nous pas tous égaux devant le désastre? Tout cela est bon pour la communauté que nous formons et dont nous avions peu à peu oublié l'importance. Au Québec, vous avez été touché récemment par le cyclone Irène, certes rétrogradé en tempête tropicale, mais dont la violence laisse imaginer les ravages qui auraient pu être causés dans un pays plus fragile à tout point de vue, en Haïti par exemple. Une catastrophe dite naturelle n'est donc pas une catastrophe en soi.
tout dépend de l'état de la société qu'il a subi. Tout dépend des vulnérabilités matérielles et sociales. Et il s'ensuit que les liens sont étroits entre la dynamique d'une société humaine et la capacité de celle-ci à se rétablir, ou mieux, à progresser à la suite d'un cataclysme climatique. C'est une idée désormais classique et communément admise. On appelle résilience, comme vous le savez, cette capacité d'un individu ou d'un groupe à ne pas faire, je cite, une carrière de victime ou une carrière de société irrémédiablement blessée, mais à rebondir à la suite d'un désastre. Et la question que je me suis donc posée, et par quoi je commencerai, c'est celle de la possibilité du passage de l'idée de résilience individuelle à celle de résilience sociétale. Peut-on parler de résilience sociétale? Je ne vais pas longuement développer sur le concept de résilience, désormais connu et semble-t-il particulièrement approfondi au Québec. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas en France. On m'a dit, méfie-toi, au Québec, c'est des connaisseurs de la résilience. Donc, ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que... Initialement, c'est un concept qui appartient à un domaine de la physique qu'on appelle la résistance des matériaux, et où il désigne la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après un choc. Et là, on évoquera alors éventuellement son taux de résilience. Le mot résilience vient d'un verbe latin, résilire, qui désigne l'acte de sauter en arrière, d'où l'idée de rebond, de retour à l'état initial après un choc, un stress ou une blessure. Ce mot est utilisé aussi en biologie. Il renvoie alors à l'idée de capacité d'une espèce à retrouver son développement normal après un stress ou un traumatisme. Et de manière comparable, on parlera de résilience d'un système écologique après qu'il ait subi, là encore, un stress hydrique, par exemple, ou un traumatisme, comme un incendie. Il existe d'autres domaines, et je ne développe pas, où ce concept est décliné sous des formes diverses, en économie, en informatique, etc. L'idée selon laquelle certains peuvent renaître de leur souffrance a été développée par le neurologiste et psychiatre Boris Cyrulnik. Fracassé par la vie, suite à une catastrophe naturelle ou une tragédie interhumaine, comme un génocide ou un viol, certains, dit-il, deviennent des épouvantails, des illusions d'êtres humains qui ne pourront redevenir de vraies personnes qu'à condition que leur milieu les laisse parler, les laisse vraiment parler. La résilience sur quoi ils travaillent est à la fois leur capacité à recommencer à vivre d'une part, à recommencer à vivre après la tragédie, et également la trajectoire qu'ils choisissent pour tenter d'y parvenir. Les nombreux cas que décrit Cyrulnik pour illustrer ces analyses, sont poignants. Comme ce petit garçon qui, pendant des années, érige en icône de la résistance son père, fusillé à la fin de la guerre, et qui apprend brutalement la vérité. Collaborateur des Allemands, l'homme a été exécuté pour avoir dénoncé 14 amis d'enfance fusillés par les Allemands. L'enfant se reconstruit pourtant. Cyrulnik montre que la résilience qui permet de recommencer à vivre associe la souffrance avec le plaisir d'en triompher. Et il propose des explications rationnelles au mystère du refus réussi de faire une carrière de victime. La théorie de la résilience est toujours avancée par ce chercheur par petites touches. Ainsi, dit-il, le développement et l'histoire du sujet avant le fracas donnent à un même événement un poids plus ou moins lourd. Alors on sait ce qui est censé favoriser la résilience. Il y a des facteurs réputés individuels, comme l'estime de soi, la certitude de sa propre valeur, même après avoir vécu des situations blessantes profondément. Il y a aussi des facteurs familiaux, positifs, encore que ce soit souvent au sein de la famille que les traumatismes les plus destructeurs soient subis. Il existe aussi, plus souvent peut-être, des facteurs sociaux, comme le succès sportif ou scolaire, lorsqu'il est possible, ou encore l'intégration à un groupe porteur d'un projet collectif dans lequel la personne blessée se reconstruit, comme on dit. On voit que dans tous les cas, rien n'est strictement individuel et que la société est partout présente dans la dynamique de la personnalité humaine. Mais en fait, la résilience est un processus mystérieux. Ce qui expliquerait même, d'ailleurs peut-être,
la perplexité des sujets résilients lorsqu'on les interroge sur les causes de leur résilience. Ils ne comprennent pas comment, brisés, ils ont pu surmonter le désastre qu'ils ont vécu. Peut-être parce que les facteurs du rebond seraient acquis dans la toute petite enfance. Ainsi, nous dit Cyrulnik, je cite, « Le développement et l'histoire du sujet avant le fracas donnent à un même événement un poids plus ou moins lourd. On voit immédiatement en quoi le poids de la société dans la résilience individuelle ouvre des pistes de recherche en matière de résilience sociétale. D'ailleurs, dans les études de cas individuels proposées par Boris Cyrulnik, on mesure le poids des rapports sociaux dans des circonstances anodines en apparence, comme un geste furtif, un regard ou une plaisanterie en plein drame. Nous l'avons tous vécu, cela, avec des intensités différentes. Enfin, il convient de mesurer la singularité des catastrophes climatiques en tant que catastrophes naturelles. Les récits des personnes blessées, je suis désolé de m'interrompre ainsi. Ainsi, en tant que... Les récits des... Non, c'est pas ça, je ne crois pas que ce soit... Merci beaucoup. On va voir si ça marche. En fait, les récits des personnes blessées dessinent toujours une ligne de partage entre les causes de la souffrance. On pardonne à la nature que l'on juge innocente, alors qu'on souffre longtemps de la blessure infligée par un être humain. Ce point, je crois, est essentiel, car il suggère l'idée selon laquelle la résilience des victimes d'aléas climatiques, ou plus généralement de catastrophes naturelles, pourrait être moins difficile qu'à la suite d'autres drames. Donc voyons si vous voulez d'un peu plus près ce qui caractérise les catastrophes climatiques. Ça c'est Cyrulnik, les textes de... Voilà. Le premier point à prendre en compte, je crois, est le fait que nous ne parlons de catastrophes que lorsqu'il y a des êtres humains pour les subir. Même la grande catastrophe biosphérale survenue il y a 248 millions d'années, à la charnière du Paléozoïque et du Mésozoïque, et qui aurait pu voir disparaître l'ensemble des vivants de la surface de la Terre, n'est jugée comme catastrophe majeure que par rapport à nos valeurs en matière de respect du vivant et au fait que l'espèce humaine aurait pu ne jamais apparaître à la surface du globe. Le second point sur lequel je voudrais attirer votre attention est corrélé au précédent. C'est un rappel. J'ai évoqué en commençant le fait qu'il n'existe pas de catastrophe en soi, mais que beaucoup dépendent des sociétés qui les subissent. En 2004, un an avant les drames provoqués aux États-Unis par le cyclone Katrina, une tempête tropicale baptisée Jeanne a provoqué la mort de 3000 personnes en Haïti. Mais à Cuba, cette même année, on ne déplore aucun décès lors du passage d'un cyclone baptisé Ivan, malgré des vents de 250 km/h. À noter que ces deux événements météorologiques, les deux derniers, Ivan et Jeanne, ont provoqué plus de 100 morts dans le sud des États-Unis. L'organisation non gouvernementale Oxfam International a proposé une explication à ce paradoxe, en mettant en avant des caractéristiques immatérielles de la vie cubaine, telles, je cite, que la mobilisation des communautés, la solidarité et une éducation des enfants à des risques qui forment le fond de la vie caraïbe. Oxfam évoque aussi, je cite, un modèle socio-économique qui réduit la vulnérabilité et investit dans le capital social à travers un accès universel aux services du gouvernement et à la promotion de l'équité sociale. Peu importe ici qu'il s'agisse peut-être d'un tableau politiquement idéalisé, l'essentiel réside dans le fait qu'il est possible de limiter les effets tragiques du passage d'un cyclone sur une zone dont la population est très dense, mais pas très favorisée au plan matériel. Le désastre climatique n'est pas une fatalité. Le cas des canicules est exemplaire à l'égard de l'importance des facteurs sociaux. En juillet 1995, à Chicago,
plus de 730 personnes ont perdu la vie au cours d'une canicule de 4 jours seulement. Par endroits, la température atteint 46 degrés centigrades. C'est très difficile à supporter, longtemps, même pour quelqu'un de jeune et en bonne santé. Prévenus par la municipalité, les habitants qui peuvent se le permettre s'équipent en matériel de climatisation et en ventilateur. Les pauvres ne peuvent pas se le permettre. Ils seront les plus touchés. Dans un article du mensuel français Le Monde diplomatique, le constat est sans appel. Je cite, « La carte de la mortalité durant la vague de chaleur recoupe celle de la violence urbaine et de la ségrégation raciale et sociale. Sur les 15 quartiers ayant le plus souffert, 11 sont habités par une proportion exceptionnellement élevée de personnes qui vivent avec des revenus inférieurs à la moitié du niveau officiel de pauvreté. » Au tout début du mois d'août 2003, une dorsale anticyclonique puissante et stable s'est installée durablement sur l'Europe de l'Ouest. Des températures supérieures à 35 degrés ont été observées pendant plus d'une semaine, parfois 2, dans 70% des stations de Météo France. La température de 40 degrés a été atteinte dans plus de 15% des stations. La nuit, les températures ne sont pas descendues en dessous de 23 pendant la même période. On déplore la mort de 35 000 personnes en Europe et en France. Le bilan officiel sera de 14 802 morts. Je n'entre pas dans les détails. Il suffit de savoir, par exemple, qu'en période de canicule, les personnes âgées peuvent ne pas ressentir la sensation de soif, que certaines ne sont pas en état de boire seules et que beaucoup courent le risque de s'étrangler, comme on dit, en buvant. Dans une maison de retraite en période de canicule, hydrater 60 pensionnaires nécessite le recrutement de 2 aides-soignantes à plein temps. En France, ces recrutements n'ont pas été effectués. En revanche, en Belgique, des personnels en nombre suffisant étaient déjà en poste. Il ne semble pas que dans ce pays, la mortalité en institution ait été gravement augmentée par la canicule. En revanche, la carte de la mortalité en région parisienne est éloquente. Le département du Val-de-Marne, la France est découpée en 95 départements, où la population est majoritairement pauvre, a connu 171% de décès surnuméraires, contre 121% dans la ville de Paris. Ces quelques exemples illustrent une idée communément admise par les professionnels engagés dans la gestion des catastrophes naturelles. C'est l'idée, bien sûr, selon laquelle l'état des sociétés joue un rôle considérable dans la reconstruction ou non des personnes dont la vie a été bouleversée par un cataclysme. Mais on voit bien aussi que dans certains cas, ce n'est pas la richesse de la société, son produit intérieur brut qui est décisif, à la fois dans la prévention des effets du désastre et dans la reconstitution psychologique des personnes touchées. Une certaine qualité des liens tissés entre les êtres humains dans la société concernée joue un rôle important. Et les praticiens qui se penchent sur la résilience sociétale ne peuvent pas grand-chose en cette matière. Pourtant, les praticiens agissent. Quand c'est possible, des cellules de soutien psychologique sont mises en place. Et l'expression consacrée, c'est la reconstruction des personnes après le drame. Je me suis demandé ce que ça veut dire, reconstruction. En particulier dans le cas où la dimension matérielle d'un désastre, comme le passage d'un cyclone, est pris en charge par les assurances, les collectivités locales, l'aide matérielle aux sinistrés en général. Parce que dans ce cas, la dégradation d'une maison, ou même sa destruction, le dégât des eaux, la désorganisation provisoire de la vie quotidienne n'expliquent pas toujours la détresse effondrée des victimes. Comme si la catastrophe leur avait supprimé quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel, mais qui empêcherait désormais qu'elle soit elle-même tout à fait comme avant. C'est ce qui m'a conduit à m'interroger sur ce qu'on appelle en philosophie, et je vous prie de m'en excuser, l'essence humaine, c'est-à-dire ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Et c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Qu'est-ce qu'un être humain, si on réfléchit bien? Catastrophe climatique et humanité des victimes. Aujourd'hui, les paléoanthropologues, confrontés à un fossile d'hominidés, un fossile qui se situe sur la lignée humaine, décident qu'il s'agit d'un être humain si, et seulement si, on peut associer à ce fossile un outil. Ainsi, un australopithèque se situe sur la lignée humaine, voilà, très célèbre, hein, un australopithèque robuste.
Ainsi, un australopithèque n'est pas considéré comme un être humain parce qu'on ne peut pas lui associer d'outils. Celui que nous considérons aujourd'hui comme le premier être humain, la première espèce du genre Homo, c'est Homo habilis, qu'on ne doit pas traduire, que par homme habile, mais qui signifie plutôt homme capable de s'adapter. Et cette capacité d'adaptation lui est attribuée parce qu'il aménage des galets sur une face pour obtenir un certain tranchant. Voilà, à gauche Homo habilis et à droite ce qu'il sait faire. Il aménage des galets et il peut aussi édifier des abris circulaires pour vraisemblablement se protéger des intempéries. Ces deux points sont essentiels au sens philosophique du terme. Ce groupe de minidés est considéré comme appartenant au genre humain parce qu'il augmente sa prise sur le monde en fabriquant des outils, même rudimentaires, et qu'il artificialise son environnement, ce qui l'émancipe des déterminations environnementales, quoique de manière très imparfaite. Et les successeurs d'Homo habilis, Homo erectus, les pithécanthropes, en voilà. Et ce qu'ils savaient faire, et c'est beaucoup plus achevé naturellement, il y a 3 plans de symétrie magnifiques sur ce biface qui est sur la partie droite de l'image. Eh bien, les pithécanthropes, puis d'autres, jusqu'à Homo sapiens, les êtres humains modernes, ont continué sur cette voie ouverte il y a 3 millions d'années. Le cinéaste Stanley Kubrick a exprimé cette idée dans une séquence dont le montage est d'une intelligence et d'une beauté à couper le souffle. C'est dans le prologue du film 2001, L'Odyssée de l'espace. Un primate, dont on ne sait pas s'il appartient à la lignée humaine, découvre qu'il peut augmenter sa puissance physique en utilisant comme instrument un fémur d'animal. Il brise ainsi un crâne sans effort. Il jette alors le fémur dans les airs comme pour marquer sa joie devant cette nouvelle puissance. Filmé au ralenti, l'os tourne lentement sur lui-même dans le ciel bleu. L'image qui suit immédiatement est celle d'une station spatiale animée d'un mouvement de rotation dont la lenteur est analogue dans le ciel noir. En quelques secondes, il y a tout. L'outil, l'habitat, l'histoire, l'essence humaine. On voit bien en outre le rôle majeur de l'outil et de l'artificialisation de l'environnement, aussi bien dans l'anthropogénèse, la construction des caractères physiques de notre espèce, que dans le processus d'hominisation, c'est-à-dire l'appropriation et l'édification de leur culture par les êtres humains. L'importante crête longitudinale du gorille, sur laquelle viennent s'accrocher les muscles puissants des mâchoires, les masséters, ce qui autorise l'animal à les utiliser comme une arme, n'existe pas chez Homo sapiens. Quant à l'hominisation, et malgré les apparences négatives de nos civilisations, elle est constructrice de nos identités diverses d'êtres humains en ce commencement du XXIe siècle. Nous sommes donc produits et héritiers d'une histoire multimillénaire qui est technicienne depuis toujours. Nos outils, nos habitats ont fait ce que nous sommes et nous les avons produits à partir de ce que notre environnement rendait possible, c'est-à-dire à la fois avec un environnement qui nous produisait ses bienfaits et contre lui lorsque nous le détruisions. Les êtres humains se sont constitués dans la transformation de la nature par le travail. Nous en avons une conscience claire depuis Marx et depuis le développement des sciences humaines qui s'est ensuivi. Et c'est ce qui nous conduit maintenant, après ce détour apparent, à mieux comprendre ce qui blesse en profondeur les victimes de catastrophes naturelles et dans quelle direction générale peut-être chercher les chemins de la résilience. Une catastrophe naturelle, climatique ou non, un typhon ou un séisme, sont perçus par les victimes comme mettant en œuvre des forces contre lesquelles on ne peut, sinon rien, du moins pas grand-chose. Et les témoignages, toujours les mêmes, qui suivent le drame, expriment bien cette idée. La nature a repris ses droits. La nature s'est vengée. On ne peut rien contre l'effort de la nature. Cela remet l'humanité à sa place. Cela doit rendre les hommes modestes, etc., etc. C'est à tout cela, je crois, qu'il convient de songer lorsqu'on s'interroge sur les conditions de la résilience. Évidemment, une catastrophe naturelle ne diminue pas véritablement l'humanité des victimes, mais celles-ci, confusément, se sentent diminuées. Et mesure-t-on ce que c'est que de se sentir diminué ? Ça a dû nous arriver à tous.
C'est une sensation très désagréable, très douloureuse même. Le fait d'avoir été incapable d'échapper au désastre et d'en protéger ses proches est particulièrement douloureux pour un être ou un groupe appartenant à une espèce qui s'est construite en dominant la nature. En étant, pour reprendre la formule célèbre de Descartes, en étant comme maître et possesseur de la nature. C'est en tout cas ce que je vous propose à titre d'hypothèse. Et dans ce cas, et dans le cas où cette hypothèse serait validée, cela impliquerait que les conditions les plus profondes de la résilience sont immatérielles, comme c'est au fond toujours le cas pour les victimes de violences. Examinons, si vous le voulez bien, cette éventualité dans une quatrième et dernière partie. Les conditions ultimes de la résilience sociétale. Avant de commencer cette dernière partie de mon intervention, je voudrais préciser que je ne hiérarchise pas les conditions de la résilience. La gestion des effets d'une catastrophe doit être globale. Une société, c'est une communauté d'êtres humains dans un environnement qu'elle a transformé. Il faut en tenir compte. De même que la culture du groupe, ses traditions, ses croyances, ses pratiques singulières doivent être prises en compte. De même encore que la parole des individus qui composent le groupe, ou les manières non verbales par lesquelles beaucoup de choses tuent sont dites. La prostration, par exemple, est silencieuse, mais aussi éloquente qu'un hurlement. Quand j'évoquerai des conditions ultimes immatérielles, ce ne sera donc pas pour déprécier les conditions matérielles de la reconstruction des personnes, des conditions qui sont objectivement et subjectivement vécues comme absolument nécessaires, et où d'ailleurs, dans la plupart des cas, l'affectivité à l'égard des biens matériels perdus est intense. On l'a vu après que la tempête Xynthia ait balayé l'Europe l'année dernière, en mars 2010, entraînant la mort en France de 59 personnes et provoquant près de 2 milliards d'euros de dommages dans ce pays, 2,6 milliards de dollars canadiens. Dans certaines zones, des terrains inondables avaient été déclarés constructibles, de manière, disons, complaisante. Dans les mois qui ont suivi, ces zones ont été déclarées inconstructibles par les pouvoirs publics, et la plupart ont été rachetées par l'État. Les propriétaires de résidences principales, 25%, dans la zone noire de la Faute-sur-Mer, c'est le nom du village, ça ne s'invente pas, et les gens sont inconsolables en raison de l'impossibilité de reconstruire ce qu'ils avaient perdu, précisément là où ils l'avaient perdu. La reconstruction matérielle des biens détruits est donc quelque chose de nécessaire. Je tiens à souligner ce point. Ce que je suggère simplement, c'est qu'il arrive que ce ne soit pas suffisant. De manière comparable, la compassion de ceux qui ont été épargnés est une nécessité. À la Faute-sur-Mer, l'association de défense des victimes a refusé d'assister à la cérémonie officielle et a organisé sa propre cérémonie à la mémoire des victimes après avoir publié le communiqué suivant indiquant que les familles tiennent à souligner que le maire, je ne cite pas son nom, peu importe, n'a eu à aucun moment le moindre mot de compassion à l'égard des 29 victimes. Il leur semble donc bien malvenu que son nom, le nom de ce maire, soit associé à une cérémonie en leur mémoire. Donc, encore une fois, la compassion, clairement exprimée par les autorités ou simplement par les habitants des villes, des villages voisins, est ressentie comme très importante. Mais c'est bien évidemment insuffisant. Et l'on pourrait dire la même chose de la solidarité nationale, voire internationale. Elle est souvent nécessaire au plan des urgences matérielles, elle est précieuse du point de vue affectif, mais elle est loin d'être suffisante en matière de résilience des individus. D'autant que l'intensité des liens affectifs qui pourraient se nouer entre sinistrés et populations solidaires est inversement proportionnelle à l'éloignement géographique. En vérité, je crois que ce qui fait problème, c'est la question de la maîtrise humaine de la nature. Et je soumets cette idée à votre jugement critique. À la Faute-sur-Mer, dont il vient d'être question, lors de l'hommage aux victimes, un évêque a évoqué dans son homélie, je cite, « la nuit d'angoisse vécue par les victimes, le silence et le froid, le déploiement d'une force inconnue et aveugle, fracassant les lieux d'intimité, faisant entrer la mort. » Avec les paroles de ce prélat, nous sommes, je crois,
au cœur du problème, la détresse de ceux qui ont vécu ce qui vient d'être décrit, où que ce soit, et quel que soit l'état d'organisation de leur société, doit être prise en considération. Voici des êtres humains qui n'ont pas pu, à un moment de leur vie, se sentir à la hauteur de ce qu'ils croyaient être ou devoir être. Des êtres, sinon maîtres et possesseurs de la nature, du moins capables, pour reprendre une formule de Boris Cyrulnik, du moins capables de naviguer dans un torrent, de maîtriser des forces jugées maîtrisables depuis les origines. Une catastrophe, et cette fois quelle qu'elle soit, climatique, géologique, sociale, c'est un bouleversement si brutal de leurs conditions d'existence que les êtres humains perdent pied, c'est-à-dire au fond leur prise sur le monde, c'est-à-dire ce qu'ils partagent avec le reste de l'humanité. Et nous l'avons vu, ce qui a constitué dans l'histoire cette humanité. Avec souvent un poignant sentiment de responsabilité coupable, le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur dans le désastre, que si l'on avait décidé de monter plus tôt sur le toit lorsque les eaux envahissaient la maison, on n'aurait pas perdu un proche, et dans le même temps, l'estime de soi-même. Mais aussi, avec peut-être un sentiment de culpabilité encore plus profond et plus confusément ressenti. Dans le passé, les êtres humains ont maîtrisé et parfois domestiqué les forces de la nature. Ils ont aussi appris souvent à s'en protéger, mais nous n'avons pas su le faire. Et c'est d'autant plus douloureux, donc difficile à surmonter, que ce genre de chagrin s'étend jusqu'à la dévalorisation de toute une existence. Les conditions ultimes de la résilience sociétale relèvent, selon moi, et c'est ce que je vous soumets pour conclure, de la prise en compte de ce genre de détresse. Et ce n'est pas parce que ces conditions sont immatérielles qu'elles sont moins fondamentales et décisives que les autres. Et c'est ce qui parle à travers cette dernière image. Quel contraste entre la gravité de cette femme vaincue par les eaux et responsable de ses enfants, et le fait que ceux-ci, avec leur espoir d'enfant, peuvent encore sourire au cœur du désastre. Je vous remercie de votre attention patiente.